Merci pour votre invitation pour présenter donc une partie de ma thèse que j'ai terminée au début de l'année 2023, qui est une thèse qui a été réalisée en partenariat entre le BRGM et l'Université de Rouen. La présentation du jour est sur la variabilité pluriannuelle des niveaux de nappe en France, donc de la quantification de cette variabilité pluriannuelle à son déterminisme climatique. Donc, c'est une thèse qui a été réalisée plus particulièrement avec Nicolas Massey, Delphine Allier, Mathieu Fournier et Hélène Bessières. Donc, on a différents types de nappes, donc selon la géologie et leur réactivité à la pluie. Donc, on retrouve les nappes réactives. Donc, ce sont des nappes qui vont réagir rapidement à un événement pluviométrique, qui présentent un cycle de hautes eaux et de basses eaux annuelles. Et au contraire, on a des nappes plus inertielles, donc qui, elles, vont réagir lentement à un événement pluviométrique et qui vont présenter un cycle de hautes eaux et de basses eaux pluriannuelles. Et on a des nappes qui présentent des dynamiques un peu mixtes, donc qui sont la combinaison des deux dynamiques. Donc les nappes réactives, elles, vont être très sensibles aux aléas climatiques ponctuels, tandis que les nappes inertielles vont l'être beaucoup moins. Et donc, dans ces nappes inertielles et mixtes, on va avoir un fort contrôle des niveaux par ce qu'on appelle la variabilité basse fréquence. Donc, cette variabilité basse fréquence, ce sont une variabilité interdécennale et interannuelle. Et ces variabilités, elles sont observées dans toutes les variables hydroclimatiques, donc que ce soit les débits, les précipitations, les niveaux piézométriques ou l'évapotranspiration. Et cette variabilité basse fréquence, elle est induite par la variabilité climatique interne, donc qui présente des fluctuations infrasaisonnières à multidécennales. Et cette variabilité, elle est liée à des forçages externes, donc l'activité solaire et le volcanisme, et à la réponse interne du système climatique à ces forçages. Après, ce qui contrôle finalement l'importance de ces fluctuations dans les niveaux des nappes, c'est finalement les propriétés physiques des bassins et des aquifères. Dans ces nappes fortement contrôlées par la variabilité basse fréquence, on a également un fort contrôle des événements extrêmes. Donc, par exemple, les inondations de 2001 ou la sécheresse de 1921 par cette variabilité basse fréquence. Donc finalement, on a besoin, premièrement, de quantifier l'importance de ces variabilités interannuelles et interdécennales au sein du signal piézométrique, notamment dans un objectif de gestion. D'autre part, d'identifier les drivers climatiques, donc large échelle, de ces variabilités interannuelles et interdécennales. Et d'autre part, d'évaluer la réponse des niveaux de nappe à des modifications éventuelles de la variabilité climatique interne. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la variabilité des niveaux de nappe en France. Pour quantifier cette variabilité, on va utiliser une méthode qui s'appelle la décomposition par ondelette, et plus précisément la MODWT. Donc, en quelques mots, ça consiste à décomposer le signal piézométrique en une somme de composantes. Donc, au final, on a une chronique piézométrique que l'on va faire passer au sein d'un filtre passe-bas et passe-haut. Le filtre passe-haut va nous donner un détail d'ondelette, donc c'est ce qui va nous intéresser. Et le filtre passe-bas va nous donner une approximation qui elle-même va être redécomposée par un filtre passe-bas et un filtre passe-haut en une approximation et un détail des ondelettes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le signal ne puisse plus être décomposé. Et donc, au final, ça nous donne une série de composantes allant des plus hautes fréquences jusqu'aux plus basses fréquences. Et on peut quantifier la part de chaque composante dans le signal piézométrique. Un certain nombre de piézomètres qui présentent des niveaux qui sont relativement peu influencés par les pompages. On a réalisé cette analyse et on obtient cette carte avec des camemberts qui nous donne finalement la part de chaque composante au sein de chaque chronique piézométrique. Donc cette carte, elle permet notamment d'identifier assez rapidement les nappes réactives, donc ils vont présenter sur la carte des camemberts avec une dominante rose, donc comme c'est le cas pour le socle métamorphique de Bretagne.
ou au contraire inertielle, où on va avoir une dominante bleue et violet des camemberts, comme dans la craie en Normandie. Et donc l'intérêt de cette méthodologie aussi, c'est qu'elle permet de faire la distinction du coup au sein de la classe des nappes inertielles entre les nappes inertielles qui vont être plutôt contrôlées par une variabilité interannuelle ou bien par une variabilité interdécennale comme dans la Beauce, ou la combinaison des deux comme on peut retrouver en Normandie. On a fait un petit exercice où l'idée, c'était de voir finalement dans quelle mesure l'occurrence et la sévérité des événements extrêmes dans ces nappes étaient dépendantes de ces variabilités. Donc, on a dans un premier temps regardé l'influence de ces variabilités sur l'occurrence des très hauts et des très bas niveaux piézométriques, donc c'est-à-dire supérieur à un percentile de 80% et inférieur à un percentile de 20%. Et on s'est rendu compte que 50 à 100% des hauts et des bas niveaux piézométriques sont extrêmes du fait de cette variabilité basse fréquence, donc interannuelle et interdécennale. Et on a fait le même exercice également pour évaluer la contribution de la variabilité basse fréquence dans la sévérité des très hauts et des très bas niveaux piézométriques. Donc ici, vous avez un exemple sur la sécheresse de 1992 et 98. Et dans ces aquifères plutôt à tendance avec des nappes inertielles et mixtes, on se retrouve avec une variabilité basse fréquence interannuelle et interdécennale qui peut totalement expliquer l'émergence de ces deux événements. Et outre finalement ces variabilités interannuelles et interdécennales, on a également une variabilité multidécennale qui influence la sévérité de ces extrêmes piézométriques. Donc, par exemple, dans une très longue chronique dans la craie d'Artois-Picardie, à Tinques, on a filtré donc, les composantes 7 ans et 17 ans, donc qui correspondent à la variabilité interannuelle et interdécennale, mais on peut assez facilement distinguer une oscillation multidécennale. Et donc cette oscillation multidécennale, on peut la superposer à la variabilité multidécennale atlantique, qui est en fait la variabilité sur une échelle multidécennale des températures de l'Atlantique. Et on se rend compte que on a du coup, dans nos niveaux piézométriques, on a des bas niveaux qui sont aussi accentués par un bas niveau multidécennal qui lui-même est relié à ce qu'on appelle une phase chaude des températures de l'Atlantique sur une échelle multidécennale. Et on sait, d'après la biblio, que lorsqu'on a des phases chaudes de l'Atlantique sur cette échelle-là, on a globalement une circulation atmosphérique qui est prédominamment de type blocage et de type NA- en hiver. Et ce type de circulation atmosphérique, ça entraîne une diminution des précipitations et de la recharge sur le nord de la France. Alors du coup, là, je vous ai fait parler, j'ai commencé à introduire cette partie un peu plus déterminisme climatique. Donc on va poursuivre avec cette deuxième partie en rentrant un peu plus dans le détail, notamment pour les variabilités interannuelles et interdécennales, donc de 7 et 14-17 ans. Pour analyser le déterminisme climatique de ces variabilités basse fréquence des niveaux de nappe, on a utilisé donc, la piézométrie donc, à l'échelle locale et on a utilisé 3 variables climatiques large échelle qui sont issues donc, de réanalyse et donc de champs atmosphériques, donc à savoir les hauteurs géopotentielles à 500 hectopascales. Donc c'est l'altitude à laquelle on retrouve la surface de 500 hectopascales. Donc c'est un indicateur de dépression et d'anticyclone en altitude. Et on a utilisé la composante zonale et méridionale du vent à 500 hectopascales afin de tracer les vecteurs vent. Alors pourquoi cette altitude de 500 hectopascales? C'est parce qu'on se retrouve à mi-atmosphère entre la circulation atmosphérique de surface et d'altitude et on est moins influencé par la rugosité de la Terre. Donc, alors, pour faire cette analyse, donc ici, donc on va utiliser une méthode qui s'appelle l'analyse composite par niveau d'échelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire
une analyse par composante basse fréquence, donc une analyse pour l'échelle pluriannuelle de 7 ans et une analyse pour l'échelle interdécennale de 17 ans. Donc, dans un premier temps, la méthodologie, elle va consister à extraire le contenu basse fréquence, donc interannuel et interdécennal du signal piézométrique et climatique large échelle. Donc, on va de nouveau réaliser cette décomposition par ondelette, comme que je vous ai présenté au tout début, et on va extraire donc les deux composantes d'intérêt, que sont la variabilité 7 ans et la variabilité 17 ans. À la fois dans le signal piézométrique, et on va répéter cette même analyse, cette même extraction plutôt, pour chaque maille du champ atmosphérique. Ensuite, la deuxième étape, elle va consister à identifier au sein de la piézométrie les périodes pour lesquelles les valeurs de la composante sont supérieures à 0,5 écart-type et inférieures à 0,5 écart-type. Et ensuite, on va extraire pour chaque maille du champ atmosphérique les valeurs correspondantes à ces périodes, ce qui va nous donner deux ensembles de données à grande échelle. Donc, à savoir une qui va correspondre aux valeurs large échelle lorsque les valeurs de la composante basse fréquence de la piézométrie sont supérieures à 0,5 écart-type. C'est ce qu'on va appeler les anomalies humides. Et un ensemble qui va correspondre aux valeurs large échelle lorsque les valeurs de la composante basse fréquence de la piézométrie vont être inférieures à moins 0,5 écart-type, et c'est ce qu'on va appeler les anomalies sèches. Et ensuite, on va effectuer la différence pour chaque maille du champ atmosphérique entre les conditions humides et sèches, et ça va nous donner une carte que l'on appelle la carte composite, qui va représenter le driver de cette variabilité-là dans les niveaux de nappe ou dans la pluie. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va nous donner un pattern de circulation atmosphérique pour chaque niveau d'échelle, donc pour chaque composante basse fréquence. Et donc, la lecture de cette carte, finalement, c'est un peu comme une carte de corrélation qui va présenter la différence des situations moyennes en période de haut et de bas niveau piézométrique. Donc, c'est-à-dire, quand on a des hauts niveaux piézométriques interannuels, on va se retrouver ici, dans ce cas-là, avec des conditions plutôt anticycloniques au niveau entre le Canada et le Groenland, et des conditions plutôt dépressionnaires, donc des pressions anormalement basses, au niveau de l'Angleterre. Et inversement, quand on va avoir des bas niveaux piézométriques interannuels, on va avoir plutôt des conditions dépressionnaires entre le Groenland et le Canada, et plutôt des conditions anticycloniques au niveau du Royaume-Uni. Donc du coup, pour entrer un peu plus dans les résultats, donc on a dans un premier temps fait l'analyse pour la variabilité interannuelle, donc de 7 ans, sur la période 1976-2019, sur des piézomètres situés dans différentes nappes, donc à savoir la nappe de la Craie en Nord-Picardie, en Normandie, les calcaires de Beauce, la Craie de Champagne. Donc ici, ce sont des exemples. Cette analyse a été faite plutôt à grande échelle. Le pattern identifié ici est assez semblable à l'indice NAO, donc à l'oscillation nord-atlantique, mais avec des centres d'action qui sont décalés plus au sud-est. Alors, en d'autres termes, ça signifie que lorsque vous avez des hauts niveaux piézométriques interannuels, vous allez avoir plutôt ça sera plutôt généré par une dépression nord-islandaise qui va être plus creuse que la normale, un anticyclone des Açores qui va se renforcer également, donc des pressions plus hautes que la normale, ce qui va augmenter le gradient de pression donc méridional. Et donc ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle d'un régime de temps NAO+. On va avoir un rail de dépression qui va être dévié au nord de l'Europe, et ce qui va apporter des conditions humides sur le nord de la France. Et en cas de bas niveau piézométrique interannuel, on va avoir au contraire une dépression nord-islandaise qui va s'affaiblir, donc des pressions anormalement hautes,
et un anticyclone désastreur qui va également s'affaiblir, donc des pressions anormalement basses, ce qui va diminuer le gradient de pression méridional. Et cette fois, ça va être plutôt caractéristique d'un régime de temps NA-. On va avoir un rail de dépression qui va être dévié au sud de l'Europe et des conditions sèches sur le nord de la France. À noter que c'est un driver qui est plutôt, qui est homogène sur le nord de la France. C'est-à-dire que peu importe le piézomètre sur lequel l'analyse a été effectuée, spatialement, on retombe toujours sur ce pattern. Si on fait la même analyse sur le sud de la France, on se retrouve avec un pattern qui est un peu opposé. Vous avez toujours un pattern de type NAO, mais quand vous avez des hauts niveaux piézométriques interannuels, ceci est lié finalement à une dépression nord-islandaise qui est affaiblie, un anticyclone des Açores qui est également affaibli, une diminution du gradient de pression méridional, et ça c'est plutôt caractéristique d'un régime de temps donc NA-. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce type de régime de temps, vous avez un rail de dépression qui est dévié vers le sud de l'Europe et des conditions humides sur le sud de la France. Et à l'inverse, en cas de bas niveau piézométrique, il y a une dépression nord-islandaise qui se creuse, un anticyclone des Açores qui est renforcé, donc une augmentation du gradient de pression méridional, et c'est caractéristique d'un régime de temps NAO+. Vous avez un rail de dépression qui du coup est dévié vers le nord de l'Europe et des conditions sèches sur le sud de la France. Par contre, on peut se poser la question finalement de l'homogénéité de ce driver, de la variabilité interannuelle de 7 ans sur les nappes du sud de la France, parce qu'on a finalement on a très peu de données, on a très peu d'historique de données pour faire cette analyse, pour étendre cette analyse géographiquement. Et on a fait la même analyse pour la variabilité interdécennale de 14 ans. Donc là, de même, on retrouve un pattern qui est un peu semblable à l'indice NAO, mais avec des centres d'action qui sont encore décalés vers le sud-est, et d'autant plus décalés vers le sud-est par rapport au pattern de la variabilité pluriannuelle de 7 ans. Et de la même manière, lorsque vous avez des hauts niveaux piézométriques, les hauts niveaux piézométriques interannuels sont plutôt liés, interdécennaux, pardon, sont plutôt liés à un régime de temps NAO+, et les bas niveaux piézométriques à un régime de temps NAO-, qui va apporter des conditions sèches sur le nord de la France. Et on retrouve un peu la même chose pour les piézomètres du sud de la France. Donc cette fois, avec des régimes de temps qui vont être opposés entre les hauts et les bas niveaux piézométriques par rapport au nord de la France. Alors après, on a fait l'analyse. La question, c'était de savoir si finalement, est-ce qu'on pourrait retrouver les mêmes patterns en changeant la période d'étude. Donc, sur notre période récente, on se retrouve avec un pattern de type NAO. Par contre, on a fait également l'analyse sur une longue période de 100 ans. Et cette fois, on se retrouve avec un pattern qui est totalement différent, qui est plutôt de type dorsal blocage, où vous allez avoir une alternance longitudinale entre des anticyclones et des dépressions, ce qu'on va appeler un train d'onde. Et donc, en cas de haut niveau piézométrique interannuel, vous allez avoir plutôt un régime de dorsal avec une dépression qui va être persistante sur le Royaume-Uni, qui va apporter une humidité accrue sur le nord de la France. Et au contraire, en cas de bas niveau piézométrique, on a plutôt un régime de blocage avec un anticyclone, cette fois qui va être persistant sur le Royaume-Uni, qui va empêcher tout apport d'humidité provenant de l'Atlantique vers le nord de la France et qui va favoriser des conditions sèches. Et cette fois, par contre, on se retrouve avec un pattern qui est similaire à celui de l'indice climatique qu'on appelle le patron de Scandinavie. Alors sur ce pattern qui est de type train d'onde, en fait c'est un pattern qui est reconnu pour être responsable de sécheresse et d'inondations majeures sur l'hémisphère nord.
Et nous, en fait, il est lié à cette variabilité interannuelle qui elle-même est responsable de sécheresse hydrogéologique et de remontée de nappe aussi. Quand on fait l'analyse sur cette très longue période, on se retrouve avec un pattern responsable de la variabilité interannuelle qui est très différent de celui de la variabilité interdécennale. En conclusion, sur cette partie déterminisme climatique, donc on a des divergences des structures atmosphériques en fonction de l'échelle de variabilité étudiée, parce que les centres d'action de ces structures ne sont pas situés au même endroit selon, comment dire, selon l'échelle étudiée. On a une homogénéité de ces structures atmosphériques expliquant la variabilité basse fréquence des niveaux piézométriques entre les différents aquifères du bassin parisien. Cependant, on a une divergence avec ceux du sud de la France. Par contre, on peut se poser la question de la limite géographique de tout ça, mais on n'a pas les données pour comment dire, pour le déterminer. Également, une divergence des structures atmosphériques selon la longueur de chronique étudiée. Et on a les centres d'action de ces structures ne sont pas situés exactement au même endroit que ceux d'indices climatiques standards. Donc ceci nous donne 4 applications majeures. Premièrement, déjà la nécessité de disposer d'un réseau piézométrique bien réparti géographiquement et de disposer de chroniques suffisamment longues pour identifier les limites géographiques des influences climatiques large échelle. Cependant, il est possible de les identifier grâce aux précipitations, puisque les précipitations, on a regardé, présentent des drivers similaires à la piézométrique, ce qui est plutôt rassurant. Pour les aspects prévisionnels, alors puisqu'on retrouve des drivers climatiques qui sont différents d'indices climatiques standards de type NAO, par exemple, ça, on a la nécessité d'utiliser le driver climatique large échelle identifié à partir de l'information hydrologique locale. Et d'autre part, puisqu'on a des drivers différents entre la variabilité interannuelle et décennale, nous devons plutôt utiliser le driver climatique de chacune des échelles de variabilité. Par contre, se pose la question de la période de calibration d'un éventuel modèle, puisqu'on ne se retrouve pas avec les mêmes patterns selon la période d'étude. Troisièmement, en fait, on retrouve finalement un lien très étroit entre la circulation atmosphérique large échelle et les niveaux piézométriques, ce qui implique que toute modification de cette circulation en lien ou non avec le changement climatique devrait affecter les niveaux de nappe. Et d'autre part, qu'une mauvaise simulation de ces drivers et de leur variabilité basse fréquence par les modèles de climat, ça devrait également affecte les simulations et les projections des niveaux piézométriques. Donc du coup, on peut se poser la question de la sensibilité des niveaux piézométriques à des modifications de la variabilité climatique interannuelle à décennale, ce qui est l'objet de la troisième partie de cette présentation. Donc du coup, pour évaluer cette sensibilité, on a utilisé une approche par modélisation sur le bassin de la Seine. Donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'École des Mines et l'Université de Rouen. Donc l'idée, c'est de modifier l'amplitude de la variabilité interannuelle et décennale des pluies, donc ici Safran, en les augmentant ou en les diminuant de 50% dans le signal de pluie. Ce qui va nous mener à 6 scénarios de perturbation de la variabilité basse fréquence dans la pluie. On va ensuite injecter ces champs de précipitation perturbés comme variable d'entrée du coup d'un modèle hydrogéologique pour le bassin de la Seine, dans l'idée de simuler des niveaux piézométriques perturbés. Et ensuite, on va comparer ces niveaux piézométriques perturbés avec les niveaux piézométriques de référence. Donc ici, on a ciblé l'analyse sur 17 puits dans différents contextes hydrogéologiques où les séries de référence, donc non perturbées,
étaient les mieux simulés par rapport à l'observé. Donc du coup, dans un premier temps, on a regardé si en fait, cette modification, d'amplitude de la variabilité basse fréquence dans la pluie pouvait affecter la moyenne, des niveaux piézométriques. Et en fait, ce qu'on observe, c'est quand on augmente, l'amplitude de la variabilité basse fréquence, dans la pluie, on se retrouve avec une augmentation en moyenne des niveaux piézométriques et inversement, lorsqu'on diminue, l'amplitude de la variabilité basse fréquence dans la pluie. À noter bien évidemment, cette influence, elle est beaucoup plus marquée dans les aquifères avec des nappes inertielles que dans les aquifères avec des nappes plutôt réactives. Et du coup, on voulait quand même savoir si, ceci était pas lié cette modification en moyenne était bien liée à une modification en moyenne également, des précipitations cumulées. Et effectivement, on observe, donc en cas d'augmentation, de l'amplitude de la variabilité basse fréquence dans la pluie, on observe bien une augmentation, de la moyenne des pluies cumulées et inversement dans le cas d'une diminution. Mais cette fois-ci, cette influence est homogène sur l'ensemble du bassin de la Seine, contrairement à la piézométrie, puisqu'on a un effet non négligeable des aquifères et des bassins versants sur le signal. Et d'autre part, on a aussi également regardé comment ceci pouvait influencer l'occurrence des hauts et des bas niveaux piézométriques. Et effectivement, vu que du coup, on a une modification de la moyenne des niveaux piézométriques, on se retrouve avec, dans le cas d'une augmentation de 50% de la variabilité basse fréquence dans les pluies, on se retrouve avec une augmentation de l'occurrence des hauts niveaux et une diminution de l'occurrence des bas niveaux. Et inversement, quand on diminue de 50% cette variabilité basse fréquence dans la pluie, on se retrouve avec une diminution de l'occurrence des hauts niveaux piézométriques, une augmentation de l'occurrence des bas niveaux. Donc, et cette influence est encore bien plus marquée pour les aquifères avec des nappes inertielles. Et on a également regardé finalement dans quelle mesure ça pouvait influencer la sévérité des hauts et des bas niveaux piézométriques. Et dans le cas d'une augmentation de la variabilité basse fréquence dans la pluie, on se retrouve avec à peu près 100% des hauts niveaux qui deviennent plus sévères et 100% des bas niveaux qui deviennent moins sévères. Et dans le cas d'une diminution de cette variabilité basse fréquence dans la pluie, on se retrouve avec à peu près 100% des hauts niveaux qui deviennent moins sévères et 100% des bas niveaux qui deviennent plus sévères. Et enfin, donc, la dernière étape, c'était également de regarder ce que ça pouvait provoquer sur la variance des niveaux piézométrie. Donc, est-ce qu'une augmentation en amplitude de ces variabilités basse fréquence dans la pluie dans quelle mesure cela affectait la variance des niveaux piézométriques. Et donc, dans le cas d'une augmentation, on se retrouve avec une augmentation de la variance des niveaux et une diminution de la variance des niveaux dans le cadre d'une diminution de cette variabilité basse fréquence de la pluie. Et on a fait cette analyse sur le signal total et cette analyse par fréquence. Lorsque vous modifiez une composante donnée dans la pluie, ça affecte dans les niveaux piézométriques la composante modifiée dans la pluie, mais également les autres composantes du signal. Et on a une réponse qui n'est pas linéaire. Donc, en termes de résultats, ce qu'on a pu constater, c'est une sensibilité certaine des niveaux piézométriques à des changements de la variabilité climatique, donc que ce soit en termes de moyenne, de variance et d'extrême. On a une réponse qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire quand on a une augmentation de 50% de la variabilité basse fréquence dans la pluie, ça ne provoque pas une augmentation de 50% de la variabilité basse fréquence dans les niveaux piézométriques, bien que ça la modifie quand même. Cette réponse, elle est variable selon les aquifères. Les nappes inertielles sont les plus affectées. Donc du coup, de ceci peut en découler deux implications majeures. Premièrement, qu'une modification de la variabilité climatique interne qui affecterait les précipitations devrait également affecter les niveaux piézométriques.
et que finalement, une mauvaise simulation ou projection de la variabilité climatique interne dans les projections climatiques, qui du coup affecterait la variabilité basse fréquence dans les précipitations, ça devrait également affecter les niveaux piézométriques. Et donc de fait, les projections des niveaux de nappe, surtout pour les nappes inertielles, pourraient être soumises à une incertitude assez significative. Cependant, il y a quand même quelques améliorations à envisager, à propos de cette méthodologie. Premièrement, parce qu'ici, on a modifié le contenu spectral uniquement des pluies et non pas des températures, principalement du fait qu'on ne sait pas, par exemple, est-ce que, si on augmente de 50 la variabilité basse fréquence de la pluie, est-ce qu'on aura une augmentation similaire pour la température? Donc l'idée, oui, il faudrait pouvoir modifier conjointement la pluie et la température, mais se pose la question, est-ce qu'on réalise les mêmes modifications d'amplitude? Ou alors modifier directement la pluie efficace, mais ça suppose d'avoir un modèle maillé qui permette donc d'utiliser la pluie efficace comme variable d'entrée. Ou alors faire le travail, directement, ce que j'appellerais plutôt à large échelle. Donc c'est-à-dire donc de traiter directement la variabilité de basse fréquence au sein des patrons de la circulation atmosphérique, identifiés comme les drivers, de la variabilité interannuelle et interdécennale des niveaux de nappe, puis, simuler, les niveaux piézométriques par, des descentes d'échelle statistiques ou une approche plus physique en modifiant, dans les modèles de circulation générale, cette variabilité basse fréquence, puis simuler les précipitations, les températures et les niveaux piézométriques. Donc en conclusion, donc plus générale, donc en France, on a de nombreuses nappes, sur le territoire qui présentent des niveaux dominés par une variabilité basse fréquence interannuelle et ou décennale. On a une forte influence de cette variabilité basse fréquence sur l'occurrence et la sévérité des extrêmes piézométriques. Alors dans le cadre de ma thèse, on a pu, identifier les drivers climatiques de la variabilité interannuelle et décennale pour les nappes qui présentent, de suffisamment longues chroniques. Donc ça ouvre également de nouvelles perspectives en termes de prédiction du niveau des nappes, notamment pour les plus inertielles. Et on a noté une sensibilité, accrue de ces nappes à des modifications du contenu, basse fréquence dans la pluie et donc à des modifications de la circulation atmosphérique ou océanique ou à l'utilisation de données climatiques biaisées en termes de variabilité basse fréquence. Donc est-ce que ça veut dire, par exemple, en termes de projection, c'est une question ouverte, mais est-ce que ça veut dire qu'en termes de projection, il faut plutôt se focaliser en priorité sur les projections climatiques qui restituent bien la variabilité basse fréquence? Et en termes de perspective, donc il serait nécessaire donc d'adapter la gestion des eaux souterraines donc en fonction du contenu basse fréquence de la nappe. Évaluer, premièrement, si l'utilisation de l'information climatique large échelle, elle permet, d'améliorer les modèles prédictifs ou de reconstruction des niveaux piézométriques. D'autre part, de déterminer si l'utilisation d'indices, dérivés des analyses composites, présentées précédemment permet une amélioration, plus importante de la qualité des reconstructions ou prédictions de projections piézométriques que, l'utilisation d'indices, climatiques, standards, tels la NAO ou le patron de Scandinavie. D'autre part, il serait assez, pertinent d'évaluer également l'influence des propriétés physiques des bassins versants et des aquifères, sur la modulation, donc l'atténuation ou l'amplification des fluctuations basse fréquence. Parce que ça, c'est un aspect que j'ai pas du tout eu le temps de développer dans ma thèse. Également, poursuivre les investigations donc sur l'influence de changement de la variabilité climatique sur les niveaux des nappes, en améliorant notamment les approches utilisées et ça me paraît une nécessité puisque finalement, la variabilité climatique, elle contrôle fortement, les fluctuations des niveaux de nappes, notamment des nappes les plus inertielles. Et d'autre part, finalement la nécessité de continuer de renforcer, le suivi des nappes, pour mieux comprendre et appréhender, les impacts de la modification du climat sur les eaux souterraines et la viabilité de leur utilisation. Et merci de votre attention.
en perspective, si je veux un peu caricaturer, ça veut dire que pour tous les modèles qu'on peut faire aujourd'hui là de projection échéance 2070 par Mmh. exemple, qu'est-ce qui va faire qu'on va réduire la certitude quoi en fait? Parce que finalement déjà on a des incertitudes non négligeables quand on utilise les scénarios de RIAS comme tu le sais. Donc ce que tu nous as dit en perspective effectivement était que ben voilà, c'était peut-être pas encore tout à fait probant non plus dans ton analyse. Alors est-ce qu'il faut faire un mix des deux approches? Est-ce que comment tu vois ça? C'est une très bonne question. Mais, en fait, oui, c'est vrai que pour tout ce qui est projection climatique, on sait que modèles, dans les modèles de climat, il y a des grosses incertitudes justement sur ces modes, sur la simulation Mm, et après la projection de ces grands modes de circulation, atmosphérique et océanique surtout. Et donc du coup, nous, vu qu'on a des niveaux piézométriques qui effectivement dépendent de beaucoup, beaucoup de ces drivers, si je puis dire, de fait, on a quand même une incertitude assez significative, sur les projections des niveaux de nappe inertielle notamment. mm. Heu, Après en termes d'approche, je ne sais pas si on est capable de combiner à la fois des modèles, plutôt physiques et des approches un peu statistiques. En fait, ces approches statistiques d'études de sensibilité, en fait, on peut quand même couvrir un panel de changements de ces variabilités, bien plus important qu'on l'aurait dans un Scénario plus global des scénarios de voilà, tout RIAS. à Ouais, fait. ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Non mais c'est sûr. Hem Donc d'où l'idée aussi de développer un peu ces approches, un peu moins, physiques, si je puis Mm. dire. Mais tout à fait, ouais, ouais, c'était. Et en fait, je voulais savoir si ça avait été proposé dans Explore 2, là, et si vous y aviez travaillé sur des nappes qu'on connaît depuis longtemps. Et J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est pas du tout des scénarios qui se focalisent sur, ces aspects de variabilité basse fréquence. l'approche stat, ouais. C'est Mm. vraiment les sorties les sorties de RIAS et je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une analyse dans le cadre d'Explore 2 là-dessus.